Bonjour à tous, bienvenue pour ces mercredis de la supply chain consacrés aujourd'hui à l'automatisation, intelligence artificielle, robots, comment se préparer au changement. Nous sommes ensemble jusqu'à midi un quart environ et vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Alors, nous regrettons l'absence de Cyril Guichard qui devait être parmi nous ce matin mais qui malheureusement est grippé aujourd'hui, donc il est souffrant, il ne pourra pas participer à ce débat. Mais nous lui souhaitons bien entendu bon rétablissement et espérons l'avoir parmi nous très bientôt. Alors pour ce débat, toujours un panel d'experts autour de moi aujourd'hui, panel d'experts à qui je vais demander de bien vouloir se présenter, en commençant par Yann, peut-être. Bonjour, merci Jean-Philippe pour l'invitation. Je suis Yann Arianès, voilà, je suis controlling manager pour Système Logistique, qui est une société spécialisée, évidemment, comme le nom l'indique, en logistique et en intralogistique particulièrement, et qui s'intègre sur les process industriels, les stockages. On fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau européen et on fait partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Krones, qui est un spécialiste des process industriels d'embouteillage, essentiellement, qui fait à peu près 4 milliards. On est à peu près présent sur l'intégralité du marché européen et on a un vrai savoir-faire sur tout ce qui est robotisation et notamment l'intelligence artificielle de plus en plus, puisque c'est un dépendant nécessaire et indispensable à la robotisation. Merci Yann. Jean-Christophe. Bonjour à tous, moi c'est donc Jean-Christophe, je suis associé chez EY et plus précisément EY Faber Novel qui est la nouvelle marque de transformation digitale Tech Data IA d'EY. Donc on est une agence d'innovation qui a été créée il y a 20 ans. On a rejoint EY il y a 2 ans. Et donc moi je suis un peu un bisu dans la Supply Chain Village, donc merci de m'accueillir. Et je suis là grâce à mes camarades d'Adameo, sachant qu'EY a développé un collectif d'entrepreneurs et donc EY a investi dans la transfo numérique et aussi dans la supply chain aussi avec l'acquisition d'Adameo il y a 1 an. Et donc voilà, et donc au niveau de EY Consulting, maintenant on travaille beaucoup sur la transformation 360 degrés d'organisation, donc avec des compétences dans le numérique, dans la supply chain. Et il y a de quoi faire, on va en parler. Certainement. Merci Jean. Bonjour à tous, Jean Nizery, donc je travaille pour Cardex en tant que responsable commercial pour le développement commercial de l'intégration d'AutoStore sur le marché français. Donc Cardex, c'est une entreprise qui est bien connue dans notre secteur de la logistique et de l'intralogistique. C'est une société qui a pratiquement 50 ans, basée à Zurich, qui fait 700 millions de chiffre d'affaires et pratiquement 2500 personnes à travers le monde. Historiquement, Cardex, c'est une entreprise qui est très connue pour les systèmes de stockage verticaux haute densité. C'est pratiquement passé dans le vocabulaire courant. On parle d'un Cardex comme on peut parler d'un frigidaire. Mais c'est une société qui est très intéressante puisqu'elle a continué à se développer en innovant déjà sur ces stockages verticaux, en les rendant plus modulaires et plus connectés. Et après, en allant chercher d'autres technologies, comme la technologie AutoStore, qu'on intègre depuis quelques années, et qui nous permet d'aller adresser des projets de plus grosse envergure, avec pratiquement pas de limite de flux, puisqu'on est sur une technologie complètement modulaire. Voilà. Merci. Alban. Enchanté, merci Alban Cocolon. Je suis responsable solution dans les équipes Reflex Supply Chain depuis bientôt maintenant 8 ans. Reflex, qui a fêté ses 30 ans cette année d'ailleurs, est éditeur donc d'une plateforme qui a 2 principales vocations. On va aller optimiser la logistique sur tous les terrains, de l'usine jusqu'à les livraisons, en passant par bien évidemment l'entrepôt de distribution et l'urbain, mais également une 2e vocation qui va être de fournir de la visibilité et des outils de collaboration à l'ensemble des acteurs. Aujourd'hui, on équipe plusieurs milliers de sites dans 25 pays. Et encore merci de nous convier à cette table ronde. Oui, merci à vous, merci d'être là. Et pour finir, Laurent. Donc Laurent Grulois, j'anime les équipes commerciales de Dematic en France. Dematic accompagne ses clients à travers les projets de mécanisation, automatisation, robotisation de notre présence aujourd'hui, grâce à un des portefeuilles les plus larges de solutions aujourd'hui sur le marché. Donc merci de nous accueillir. Merci à vous. Alors donc on a aujourd'hui, on parle souvent de technologie autour de cette table, mais aujourd'hui on va plus particulièrement parler de la préparation au changement, parce qu'une chose est d'apporter de la technologie, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des robots, mais tout ça des fois est difficile à accepter, y compris par les collaborateurs. Alors comment préparer justement l'entreprise au changement? C'est la question qu'on va vous poser aujourd'hui. Quels sont, je dirais, pour commencer, les prérequis? Quelles sont les questions à se poser avant d'avancer sur un projet de transformation d'ampleur au sein d'une entreprise? Yann, peut-être pour commencer. Alors, pourquoi la transformation? Première chose, c'est pourquoi la transformation? Pourquoi je dois changer?
C'est quelles sont exactement les motivations qui nécessitent cette transformation. Donc ça veut dire que quelque part, je dois être complètement conscient de ce que je suis, de ce que je fais, et quel chemin je dois parcourir pour cela. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, c'est qu'il faut que les leaders, les managers de l'entreprise soient, en tout cas, partagent cette vision de la transformation, et à partir de là, de l'initier. Donc ça veut dire que je dois définir des étapes nécessaires et une feuille de route nécessaire pour pouvoir arriver à cette transformation. Bien évaluer les risques, bien évaluer les avantages, et évidemment faire en sorte que les collaborateurs accompagnent évidemment cette transformation en s'assurant que celle-ci ne soit pas trop disruptive par rapport à l'organisation actuelle. Parce que la transformation nécessite quelque part le fait que je continue mon business quotidien tout en allant vers ça. Donc il faut embarquer les collaborateurs et faire en sorte que les résistances internes qui puissent exister, puisque évidemment l'homme étant un animal fainéant, si vous préférez, toute modification ou toute transformation peut être un petit peu perturbante pour l'intégralité du personnel. Donc il faut insister énormément sur les communications et surtout sur les avantages qui vont être générés par la transformation. Ensuite, identifier des leaders et les récompenser, entre guillemets, sur l'accompagnement de cette transformation. Est-ce que ça fait peur, un projet de transformation l'automatisation et la robotisation, longtemps, a effrayé un petit peu. Parce qu'on se dit ça va supprimer de l'emploi, etc. Est-ce que c'est des projets qui continuent de générer un petit peu de l'angoisse ça peut générer de l'angoisse dans l'entreprise. Comme le disait Yann, ça dépend aussi de ce qu'on cherche à faire, des objectifs à atteindre et du contexte dans lequel on le fait. Évidemment, il arrive que l'automatisation soit vue comme un moyen de réduire les effectifs. C'est aujourd'hui quand même de moins en moins le cas. C'est bien souvent un moyen de compenser un manque d'effectifs, une pénurie de main-d'œuvre. Donc déjà sur ce biais-là, ça fait moins peur. Ensuite, il y a le changement. Le changement en soi, ça fait peur de toute façon. Donc, je pense qu'on va aborder dans nos discussions du jour, mais comment on se prépare au mieux à ce changement, comment on accompagne les gens à travers différentes actions, comment on les intègre aussi au projet de manière à petit à petit faire lever ses craintes, ses angoisses et finalement embarquer l'ensemble des collaborateurs dans ce changement. Quand vous arrivez dans une entreprise et puis que vous proposez vos solutions de technologie, est-ce que ça passe au préalable par une communication en direction des équipes, du personnel? Est-ce qu'il y a une préparation, je dirais, un petit peu psychologique qui souhaite répondre? Oui, bien sûr. Je pense que l'entreprise doit définir et doit partager une vision claire et identifier et avoir des objectifs alignés. Quelles sont les raisons concrètement de ce changement pour aller optimiser l'espace de stockage, améliorer l'expérience client, réduire peut-être la pénibilité. Et après, c'est de surtout définir des indicateurs de réussite. Concrètement, oui, il y a un meilleur taux de service. Oui, j'ai une profondeur de gamme meilleure parce que j'arrive à mieux stocker, par exemple, dans mon entrepôt. Et c'est en les partageant dès le début de projet avec le fournisseur, avec l'éditeur, mais également avec les équipes, que l'ensemble en fait, des acteurs vont être alignés et savent où ils doivent aller pour la réussite en fait, du projet. Oui, et puis dans un projet, j'ai parlé beaucoup des projets de mécanisation que je connais bien, il y a un côté qui est assez similaire à ce qu'on peut retrouver dans la vie personnelle quand on cherche un nouveau logement, par exemple. On a besoin de visiter, on a besoin de voir les choses, et on a besoin à un certain moment de réussir à se projeter dans la solution qu'on va avoir, qui va devenir notre outil de travail finalement. Et donc, dans ce cadre-là, c'est très important de pouvoir faire preuve de pédagogie aussi quand on est côté intégrateur ou côté conseil également et qu'on intervient sur ces projets-là. Et d'embarquer les bonnes personnes, typiquement les futurs utilisateurs de la solution, qui vont avoir à gérer ce nouvel outil de travail au quotidien. Et pour moi, ce travail-là, il commence dès la phase d'avant-projet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la dernière minute, les formations, les phases de support au vraiment moment de la mise en œuvre pour attaquer cette partie-là, parce que c'est important que les utilisateurs finaux soient complètement impliqués et alignés avec les objectifs du projet avant le lancement.
Oui, Jean-Christophe, les consultants arrivent un petit peu en avance de phase dans ce genre de projet, donc ils sont les premiers finalement à un petit peu à alerter tout au moins à mettre en place les outils de communication et voilà, de définir des objectifs avec les équipes. Comment vous y prenez, vous ? C'est avec notre recul de 20 ans d'expérience dans la transformation numérique, le thème que vous avez choisi aujourd'hui, le changement, c'est clé. Nous, il y a une maxime qui inspire beaucoup nos travaux depuis 20 ans, c'est la citation de Peter Drucker, « La culture mange la stratégie au petit déjeuner ». Et en fait, vous pouvez avoir tous les meilleurs outils, etc. Si la culture de l'entreprise n'évolue pas, vous ne réussissez pas. Et donc, et aujourd'hui, en fait, je pense qu'il y a eu un avant, un après ChatGPT. On fêtera les 2 ans de ChatGPT la fin novembre. C'est qu'en fait, là, il y a une vraie prise de conscience de toutes les organisations que c'est culturel. Parce que jusqu'à présent, la transfo numérique était plutôt perçue pour un enjeu d'une organisation. Donc, en effet, il faut travailler, comme le disait Yann, sur le pourquoi, qu'est-ce que l'organisation a gagné, travailler sur une vision. Mais là, ce qui se joue aussi avec l'automatisation, c'est ma transformation personnelle. En fait, parce qu'en fait, petit à petit, on a des nouveaux outils, est-ce qu'ils vont nous remplacer? Et donc, il faut rassurer. Il y a cette double transformation. Chaque collaboratrice, chaque collaborateur doit se transformer. Et aussi, ça doit s'arrimer à la transformation de l'entreprise. Et ça, en fait, c'est... donc, nous, on a des formats. Donc, nous, on parle beaucoup d'acculturation. Et souvent, le voyage commence par des journées. Donc, on fait beaucoup d'académies sur l'IA, de prompt académie en ce moment, etc. Et donc, il faut mettre tout le monde sur un niveau un peu homogène de connaissances, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins dans la technologie par passion et des gens qui ne sont pas. Et donc, leur expliquer ce que c'est, ce qui se passe, les opportunités, les défis, les risques, etc. de façon transparente. Ensuite, comme le disait Jean, les mettre les mains dedans. Donc, qu'ils expérimentent. Une IA générative, ce que ça peut faire dans mon job, ce que ça peut pas faire, etc. Donc là, ça leur montre, ça les rassure parfois parce qu'ils voient que la machine ne peut pas tout faire. Et après, 3, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est l'intelligence collective. C'est que la vision, en effet, c'est d'abord, ça doit venir un peu du COMEX, une vision assez macro, mais il faut laisser aussi de la place pour que les équipes la nourrissent, la complètent. Et donc, c'est fini la vision trop top-down, le bottom-up est aussi important. Et l'intelligence collective, c'est aussi un vecteur de dynamique. Et donc, finalement, le sujet culturel, c'est beaucoup de l'agilité à l'échelle, où dès le départ, sur la construction de la vision et après sur l'exécution des projets, vous allez créer des équipes transverses. C'est pour ça qu'il va falloir mixer les équipes supply chain, tech, etc. Et c'est ça qui va faire en sorte qu'il y a une dynamique d'apprentissage, de projet. Donc, il y a aussi le test and learn. On va apprendre des trucs. Parfois, ça va échouer. Parfois, ça va réussir. Et c'est comme ça que toute l'organisation va se mettre en mouvement. Et nous, ce qu'on note, c'est que encore il y a 2 ans, il y avait des organisations qui nous disaient, notamment des entreprises familiales ou ETI, qui nous disaient le numérique, je m'en fous, je suis une société brick and mortar, etc. Et là, maintenant, il n'y en a plus une qui nous dit, c'est pas pour moi. La question, c'est plutôt comment je m'y prends. Et nous, notre message, c'est de dire culture first. C'est ça qu'il faut commencer à traiter. D'abord l'acceptation du projet par les équipes, et puis ensuite peut-être l'appropriation même. Exactement. C'est ça. Il faut récompenser en fin de compte ceux qui vont accompagner le changement, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une culture justement de valorisation, entre guillemets, d'une implication du collaborateur par rapport à ça. C'est-à-dire que si on ne permet pas justement, comme c'était précisé, si on ne favorise pas la prise d'initiative des collaborateurs de participer au projet, il n'y aura pas de modification justement de cette culture. C'est important de préciser que bien souvent, comme l'a précisé Jean, on fait des formations, mais c'est très ponctuel en fin de compte. Une des plus grandes difficultés, c'est de faire en sorte que ce changement de culture devienne permanent et s'ancre réellement dans l'histoire de l'entreprise. Et bien souvent, notamment sur le projet d'automatisation, c'est un des intérêts quelque part du projet d'automatisation, c'est que comme c'est des projets qui durent très longtemps, si vous préférez, in fine, on embarque le personnel avec. Mais il faut le faire très en amont et l'accompagner aussi sur, une fois que le système est mis en place, sur qu'est-ce qu'on peut en tirer, comment je peux l'améliorer. Et c'est vraiment en embarquant les opérationnels qu'on arrive à faire ça. Vous avez déjà été confronté justement à une réticence, même voire carrément un refus de la part des partenaires sociaux, par exemple, par rapport à un projet comme ça? Bien sûr, c'est même assez souvent une position de principe dès le départ. On se met en retrait, on demande à voir et on a besoin d'être
renseignés, presque éduqués sur les nouveaux processus, sur les impacts, etc. Donc ça fait aussi partie de notre rôle d'accompagner l'entreprise qui gère ces projets, parce que finalement, c'est pas nous qui pilotons le changement, c'est bien l'entreprise qui pilote le changement avec ses propres collaborateurs. Mais nous, on se doit d'accompagner en mettant à disposition les bons outils, les bons éléments, la bonne information, et puis aussi en intégrant dans ces processus-là, dès la conception de la solution, au maximum les opérationnels et tout ce qui gravite aussi autour des opérationnels. C'est souvent sous-estimé. On imagine bien que c'est telle personne-là qui va avoir son travail qui va changer, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, la façon de le piloter, le manager, etc. Et c'est souvent aussi des choses qui sont un peu sous-estimées, parce que ce sont surtout les managers de terrain sont souvent s'appuient souvent sur une expertise technique. Et quand on vient faire évoluer le processus, quand on vient faire évoluer l'outil, en fait, ce manager-là perd cette connaissance et cette expertise technique, et donc il perd aussi cette connaissance vis-à-vis de son manager, finalement. Et ça, c'est un très bon point. Et encore hier, j'avais la discussion avec un dirigeant, et il y a le côté recul. La prise de recul, parce qu'en fait, là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les organisations, elles prennent 3 ou 5G, parce qu'il y a une triple transition, un triple enjeu de transformation qui accélère. C'est la transformation de notre sujet aujourd'hui technologique, numérique. Il y a la transformation environnementale, voire la transformation sociétale aussi avec les nouvelles méthodes de travail, les nouvelles attentes des clients, des consommateurs. En fait, il faut arriver à traiter ça de front. Et jusqu'à présent, il y avait des roadmaps un peu silotés. Donc, j'ai ma roadmap transfo numérique, j'ai ma roadmap transition environnementale. Et moi, ce qui me marque, avec mon regard un peu de nouveau venu, on a développé il y a 2 ans les collaborations Académie sur la supply chain, mais la supply chain, c'est l'épicentre, elle est à l'épicentre de ça. Parce que, c'est dans la création de valeur une fonction clé dans beaucoup de secteurs, ça emploie beaucoup de personnes, il y a une empreinte environnementale qui est significative. Donc si une entreprise était un rhododendron, la colonne vertébrale, la grande tige, c'est la supply chain, et donc c'est clé dans la transfo. Et donc il y a ça aussi dans l'acculturation des gens, c'est d'avoir un peu un réflexe holistique, parce qu'en fait, et par rapport au sens et au pourquoi que Yann, tu mentionnais, c'est clé en fait, c'est qu'il faut que mettre le service de la technologie au service de la transition environnementale et vice-versa. Et ça, c'est super complexe. Et donc, du coup, parfois, on va dans des projets sans trop prendre de recul. Et en fait, là, il y a aussi à revisiter. Donc, on peut gagner à court terme des petits quick wins, mais il y a aussi comment je réinvente complètement. Et là, ça demande la prise de recul. Donc souvent, un des pushbacks des dirigeants, c'est ouais, organiser une journée de formation, ça va prendre du temps, ça va me coûter, etc. Donc oui, à court terme, ça peut faire perdre un peu de temps, mais derrière, en fait, ça permet d'accélérer et de faire les choses à l'échelle. Et c'est aussi un des sujets, un des défis des organisations aujourd'hui. Ça ne change pas, ça. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Je veux dire, avec l'attractivité des métiers de la supply chain qu'on essaye justement de mettre en avant pour attirer une population de jeunes un petit peu différente, plus qualifiée, etc. Est-ce que c'est pas des choses qui sont en train d'évoluer dans les esprits? Est-ce que l'automatisation, est-ce que l'IA, tout ça n'est pas mieux accepté, je dirais, par les entreprises? Alors, forcément, ça joue. On va dire que la jeune génération est beaucoup plus familière de ce genre d'outils que les générations précédentes. Un exemple très, très parlant, c'est qu'on a tous un téléphone dans notre poche, parfois même plusieurs, avec des applications qui sont hyper bien fichues, très ergonomiques, très intuitives. Et en fait, on a envie de retrouver ce mode de fonctionnement-là, un petit peu flou et très intuitif, dans le travail. On n'a plus forcément envie d'être obligé de passer par des heures et des jours de formation avant d'être familiarisé avec un process. Et en fait, quand on met en place des systèmes qui viennent cadrer tout ça en amont chez le logisticien, donc typiquement des systèmes automatisés, on se met déjà un petit peu dans ce mode de fonctionnement-là. On a beaucoup parlé de gestion du changement. Pourquoi on fait de la gestion du changement? Parce qu'à la base, effectivement,
Yann l'a bien dit, il y a une résistance au changement qui est naturelle chez les personnes. Moi, je pense aussi que cette résistance naturelle, on peut réussir à la freiner en travaillant avec peut-être un petit peu plus de soin et d'attention la partie conception du système, et en n'étant pas uniquement focalisé sur les gains d'efficience qu'on recherche quand on met en place le système, mais en mettant en avant d'autres enjeux, typiquement des gains de confort de travail, des gains d'ergonomie, Réduction des TMS, etc. Réduction des TMS, le fait d'avoir des process qui nous cadrent bien quand on est opérateur et qu'il faut qu'on a moins de questions à se poser, qui nous retire aussi un peu de charge mentale, parce que si vous avez déjà vu les entrepôts manuels, il y a beaucoup de charge mentale, il y a beaucoup de choses qui sont faites par expérience et qui sont réussies par expérience. Et donc tout ça, en fait, sont des facteurs qui contribuent énormément à la réussite d'un projet, quoi. Je suis d'accord avec Jean. Il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, la conduite du changement, elle est essentielle. Et à notre sens, elle doit être pilotée, bien évidemment, par le client, pour ensuite une meilleure appropriation et aussi de pérennité de la mise en œuvre de la solution. Pour autant, le fournisseur, l'éditeur, se doit de fournir en fait les outils pour faciliter et accompagner. Typiquement, des plateformes de e-learning, de la gamification avec des cases de réalité virtuelle pour aller immerger effectivement les utilisateurs, les futurs utilisateurs dans ce qui arrivera dans 3 à 6 mois dans leur quotidien, de mettre en place des méthodologies par exemple, et que l'outil soit aussi fait pour ça, ce qu'on appelle le test and learn, c'est que uniquement par exemple sur une population, d'aller déployer un processus, de voir les effets et ensuite de décider si on l'implémente ou pas notamment. Parce qu'aujourd'hui on va utiliser tous les jours un smartphone, effectivement, et qu'on se doit d'être aussi aligné en tant que fournisseur et éditeur sur les usages du quotidien. J'ai un point sur cette partie-là. Il faut faire en sorte que les acteurs aient la sensation, et c'est important, de générer de la valeur. L'histoire du smartphone, c'est très intéressant. J'ai des grands adolescents à la maison. Il n'y a rien de pire de voir un adolescent sur smartphone, sur le canapé, en train d'être avachi. Il ne génère rien à ce moment-là. Il reçoit quelque chose, mais il ne génère rien. Et donc, ça veut dire que quelque part, ce qui est recherché par une entreprise, puisque on est dans une économie capitaliste, c'est quand même de générer de la valeur. C'est-à-dire que chacun dans son poste, avec ses nouveaux outils, c'est très important de générer chez eux la sensation de quel est mon positionnement et qu'est-ce que je vais pouvoir apporter de plus par rapport à l'outil. C'est-à-dire que l'outil n'est pas une finalité en soi. C'est ça qui est important dans l'histoire de l'IA générative, c'est-à-dire qu'on a tendance à dire mais qu'est-ce que je fais ? Je fais que regarder ? Non, c'est un aide à la décision. Donc il faut quelque part, quelles que soient les personnes qui soient soumises à ça, et la sensation de rajouter un plus. Et que l'outil n'est vraiment qu'une aide supplémentaire à une prise de décision humaine par rapport à ça. C'est important que chacun des opérateurs dans le système automatisé, même dans sa génération, dans sa prise de choix, de mettre en exergue la valeur ajoutée qu'il rajoute en plus par rapport à l'outil qui lui est donné. L'outil n'est pas une finalité en soi. De ce que vous disiez au départ, toujours avoir bien en tête pourquoi on le fait, quoi. C'est ça. Exactement. Et tu as raison, et finalement, dans la culture aussi, la beauté du moment qu'on vit en ce moment, c'est qu'il va y avoir de nouveaux outils, parce que le smartphone, on a sous notre poche, donc c'est sa simplicité qui l'a fait passer l'essai. Et là, ce que je regarde, c'est que sur le plateau, il y en a 3 qui ont des lunettes. Et avec un regard un peu prospectif, notamment sur la supply chain, je pense qu'un des outils qui va favoriser aussi l'usage du numérique, valorisation de la data, c'est les lunettes. Vous avez peut-être vu que Facebook, Meta, a passé un accord avec EssilorLuxottica, mais il y a un grand opérateur logistique qui, sur des lunettes déjà pour ces opérateurs, ils arrivent avec la réalité augmentée à mieux visualiser, suivre des parcours, etc., ce qui peut dérisquer leurs choses. Sur la formation, par exemple, sur des tâches très techniques, alors là, c'est plutôt des grosses lunettes, des casques de réalité virtuelle, etc., sont utilisés. Donc moi, je pense qu'aussi dans les outils, même les appareils, les attributs qu'on a tous les jours, la technologie va s'engouffrer, et ça, ça sera aussi... ça va donner de nouveaux moyens aux personnes, et donc plus elles seront acculturées et convaincues de
ça va les aider en fait. Et on revient sur l'expérience qui, dans la boussole, parce qu'en effet, il y a des approches très héroïstes, c'est bien, mais il faut regarder à d'autres critères et la partie expérience par rapport aux enjeux de recrutement et de rajeunissement, c'est des enjeux qui sont clés, qu'il ne faut pas oublier. Et parfois, dans les critères de priorisation que je vois avec mes clients, ça reste très création de valeur financière, c'est bien, mais il y a une partie des gains de productivité qu'il faut accepter de réinvestir dans l'expérience client, mais aussi collaborateur, pour avoir un modèle vraiment durable. Et finalement, ça rejoint aussi la discussion précédente sur la culture. C'est-à-dire que comment on se prépare au changement, c'est aussi lié au contexte dans lequel on se trouve, au moment où on démarre son projet, dans quelle entreprise on se trouve et comment l'entreprise a déjà vécu du changement, comment elle a l'habitude de communiquer, comment elle a l'habitude de transmettre à ses équipes ou pas. D'ailleurs, il y avait Jean-Philippe tout à l'heure une question sur est-ce qu'il y a de la réticence au changement. Mais c'est aussi lié à l'environnement dans lequel les gens ont déjà l'habitude de travailler. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà habitués à participer à des optimisations de certains morceaux de l'entrepôt, certains morceaux de process, etc. Ou est-ce que c'est des gens qui sont sur des tâches très basiques et du jour au lendemain, on va les remettre sur des tâches à forte valeur ajoutée qui vont leur paraître très compliquées, même si au final, les systèmes sont faits pour rendre ça le plus simple possible pour l'opérateur. Au final, ça paraît compliqué, donc ça peut créer cette angoisse et cette résistance au changement. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dès maintenant et nos intervenants se feront un plaisir d'y répondre à la fin du débat. Est-ce qu'il y a des moments clés justement pour communiquer sur un projet de transformation ? Moi, c'est le plus tôt possible. Le plus tôt possible. C'est simple. Ouais. C'est, de toute façon, comme le précisait Jean-Christophe, il n'y a pas que du haut vers la base. C'est à un moment donné, il faut bien mettre en évidence à nouveau ce pourquoi de la transformation, parce qu'on généralement on change pas l'équipe qui gagne. Voilà. Donc si tout va bien dans le monde moderne, naturellement l'humain a beaucoup de difficultés à se poser des questions par rapport à mettre en cause des habitudes, voilà. C'est ça. Oui. Donc quand généralement on se dit oh là là, faut que je me transforme. Il y a deux choses. Soit je suis en train d'arriver sur le marché, il faut que je crée quelque chose qui soit disruptif ou qui crée un nouveau besoin. Donc là, c'est assez naturel. Soit je suis déjà dans une position qui est bonne. Et pour quelle raison je changerai. Donc généralement, quand on fait de la transformation, c'est parce qu'on est éventuellement sous pression ou en difficulté. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut s'exprimer clairement sur toute la chaîne hiérarchique de l'entreprise. Avec le collaborateur, il faut l'énoncer clairement en disant voici les difficultés que nous rencontrons ou les challenges que nous devons de relever et voici la façon dont on peut répondre à ce besoin-là. Et donc c'est plutôt possible. Oui, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant, c'est de la communication transparente, honnête et régulière. Et de ne pas hésiter effectivement à aller s'appuyer sur des ambassadeurs qui sont identifiés, des relais qui vont ensuite accompagner leurs collègues dans le déploiement. Qui plus est, quand on est sur des déploiements multi-sites, par exemple, d'aller d'un site à l'autre pour aller, au fur et à mesure, aller accompagner ses futurs collègues. Et c'est vraiment Qu'est-ce que vous entendez par des ambassadeurs? Donc, ça va être des relais proches, effectivement, du terrain. Certains nous appellent parfois les key users, qui vont être, même dès la phase de sélection, en fait, intégrés dans le choix du fournisseur, de l'éditeur, et qui vont effectivement ensuite suivre tout le projet jusqu'au déploiement et à l'accompagnement des utilisateurs finaux sur le terrain. Des gens convaincus. C'est ça. Ou en tout cas des gens qui ont l'habitude de porter des messages, qui sont écoutés par les autres, etc. Et qui du coup vont participer à un atelier de conception ou à une série de tests et puis qui vont retourner ensuite sur le terrain, diffuser entre guillemets la bonne parole. Voilà, ça s'est bien passé. Finalement, j'avais cette crainte, mais finalement c'est levé. En fait, c'est génial, etc. Puis hop, comme ça, la parole se diffuse. Moi, je peux partager aussi un retour d'expérience. On avait un client qui avait créé un mini comité de rédaction dans ses super utilisateurs. Et donc, en fait, la communication, elle n'était pas descendante. La communication, elle était créée par les opérateurs pour les opérateurs.
Donc ils avaient quelques heures par semaine pour aller chercher l'information auprès du chef de projet, auprès de la direction, auprès des managers, etc. Ils rédigeaient un certain nombre d'articles et cette newsletter, elle était ensuite distribuée à leurs collègues. Et donc finalement, c'est la meilleure façon de trouver le bon ton, la bonne information et de la diffuser au bon niveau sans être jugé aussi. C'est l'information de la direction, donc c'est pas trop... C'est garantissait une communication latérale. Et après, la communication, c'est en effet, on parlait de valorisation tout à l'heure, donc un gros levier de valorisation. Bon, d'abord, il y a communication envers quel type de partie prenante. Donc bien sûr, il y a l'interne. Et donc, on pense que c'est un gros moteur en termes de dynamique. Donc, on a des clients parfois qui brandent même leur démarche de transformation numérique avec un logo, une charte graphique bien spéciale. Et c'est des communications, en effet, régulières, transparentes. C'est à la fois une source d'apprentissage. Et puis aussi de fierté parce que les projets, les deliveries petit à petit qu'on fait, voilà, on séquence, donc c'est une saga qu'on nourrit, donc c'est un vecteur de dynamique interne d'apprentissage. Après, il y a aussi l'externe qu'il ne faut pas négliger. D'abord, par rapport aux futurs recrues éventuelles, marque employeur, mais nous, on fait aussi beaucoup de communication avec communication stratégique et financière. Il y a des sociétés cotées en bourse qui annoncent un plan de transformation. Et si le plan, il y a une bonne vision inspirante, etc., ça crée de la valeur dès l'annonce et ça crée aussi une dynamique si on veut faire des acquisitions, etc. Donc ça, on fait beaucoup ce sujet-là. Voire aussi, ça suscite des partenariats futurs. Et donc, quelque part, voilà. Et après, dans un dernier temps, il y a la communication client, où là, il faut bien s'assurer qu'on a un truc bien carré déjà, parce qu'il faut aussi maîtriser ce qu'on communique. Mais donc, en fait, la communication bien articulée, elle s'adresse à toutes les parties prenantes. Et c'est aussi comme ça qu'on va créer une dynamique vertueuse de transformation. Ouais, c'est aussi un élément qu'il ne faut pas oublier. Cette logique client-fournisseur, elle est loin d'être neutre dans la transformation et dans le changement. C'est-à-dire qu'on va raisonner à comment je vais communiquer auprès de mes équipes, comment je vais les emmener dans la transfo, mais il ne faut pas oublier qu'on rend service à des personnes et certaines personnes nous rendent service. Donc, si on change des choses, il faut aussi que ces personnes-là, en amont et en aval, soient bien au fait et bien au courant des changements qui vont être opérés. Ouais. Et finalement, nous, en tant qu'intégrateur, on a aussi un rôle important à jouer là-dessus. Puisqu'en fait, on apporte des solutions, on a tout intérêt à ce que la greffe prenne bien aussi en face. Donc que le client en face réussisse à bien diffuser toute sa communication au sein de son entreprise, de ses clients, de ses fournisseurs, etc., pour faire adhérer les gens au changement. Et nous, en fait, on a des outils qui nous permettent de faire ça. On fait beaucoup de design, un peu comme un architecte finalement qui viendrait, on reprend la métaphore sur le logement, qui viendrait vous dessiner l'intérieur de votre maison en 3D et qui vous permettrait de vous promener dans les pièces et de vous imaginer dans votre futur chez vous. En fait, sur une installation automatisée, c'est aussi des petites choses qui peuvent faire toute la différence. Et qui peuvent éviter du coup, qui peuvent déminer d'entrée de jeu les premières réticences. On a un élément clé, parce que l'intégrateur, par essence, sa source de revenus, c'est de faire des projets. Donc c'est de mener du changement chez ses clients en permanence. Donc la méthodologie qui est mise en place par les intégrateurs nous permet de soutenir quelque part le client parce qu'on a l'habitude de faire ce genre de choses. Parce qu'on emmène quelquefois, ça va de changements qui peuvent être relativement soft à des grands big bang au sein d'entreprise. Et par essence, l'intégrateur a une méthodologie qui peut être squelette et qui peut être un support complètement sur le changement conduit auprès de ses clients. Et ça peut faire le parallèle avec la symétrie côté client. C'est-à-dire que, justement, nous, on vient avec une méthodologie de déploiement, avec des équipes, avec une structure. Il faut aussi que, côté client, on soit prêt à entamer ce projet et donc à conduire ce changement. Et pour être prêt, il faut aussi y mettre du temps, avoir les bons profils, etc. C'est pas juste je vais m'en occuper en plus de ce que je fais déjà. Il faut avoir des gens qui soient dédiés à ça. Il faut avoir les gens au bon moment aussi vis-à-vis du projet. Donc il y a un vrai travail de partenariat dans la construction de l'ensemble du projet et de la structure projet pour faire en sorte que ce projet-là soit une réussite. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé sur l'avant, mais il y a aussi l'après-projet. Et le projet ne s'arrête pas au moment où on démarre. Le projet continue ensuite, donc il faut accompagner, etc. Et c'est finalement là aussi que se construit la réussite du changement. Je pense que c'est Yann qui en parlait tout à l'heure. C'est pas juste du one-shot. On fait le changement
et après, il faut le digérer, il faut que ça soit complètement intégré dans la façon de fonctionner et que ça devienne le réflexe que la de solution fonctionnement. fonctionne aussi. Et Hein, ça, c'est le béaba. que les objectifs soient. Il n'y avait pas de douter, Jean-Philippe. J'ai eu une discussion hier qui me laissait en compte que ça ne marche pas toujours très haut. Tout au moins. Alors ça, c'est un point important. Il ne faut pas vendre du rêve. Ouais. Il ne faut pas dire on va tourner la clé et tout va être parfait. Parce qu'en effet, on ne peut générer du coup que de la déception. Donc, Yann le disait aussi tout à l'heure, il y a des risques. Il y a une étude d'impact à faire. Et quand on va démarrer, il faut dire aux gens, on va démarrer, tout ne sera pas rose. On va démarrer, on aura essayé d'avoir prévu un maximum de choses, on aura essayé de se mettre dans les meilleures conditions, mais il y aura encore des choses qui vont se passer ensuite, et on est là pour accompagner, et on a prévu les gens pour le faire, et on a prévu les outils pour le faire. Ouais. Et il faut que les gens aussi aient bien conscience de ça, parce que sinon, en effet, le jour où on tourne la clé, les gens s'attendent à quelque chose de merveilleux, et c'est juste bien et pas merveilleux. Bien, c'est déjà très très bien, mais au final, c'est quand même déceptif. Dans la partie culturelle, il y a un côté aussi qu'on appelle nous le déséquilibre avant. C'est un peu la posture de l'innovateur. C'est en effet en amont de s'assurer qu'on va minimiser les risques, bien les identifier, les minimiser, mais il y a toujours une prise de risque. Et moi, ce qui me marque dans les problématiques de supply chain, parfois, c'est de transformer des moteurs d'avion qui sont en train de voler. Donc, c'est ça qui est extrêmement sensible au niveau opérationnel. Donc, on a peu le droit à l'erreur. Donc, c'est de préparer aussi les équipes, de dire, OK, on va prendre des risques. On a le droit des choses, c'est pas grave. Mais par contre, il faut qu'on limite les risques et qu'on soit assez agile pour limiter les dommages collatéraux. Et ça, c'est pas inné, quoi. Ça dépend des organisations. Il y a des cultures où on a le droit à l'erreur. Puis, il y a des cultures où on n'a pas le droit à l'erreur. Et donc, mais c'est vraiment clé et c'est un facteur clé de succès. De toute façon, généralement, dans un monde idéal, il faudrait que la transformation se fasse étape par étape. C'est-à-dire qu'il y a, je déploie quelque chose, je stabilise quelque chose, les gens qui sont autour dans cet écosystème l'ont bien pris en charge et je passe à l'étape d'après, ainsi de suite. Bon. Malheureusement, le monde économique ne permet pas forcément de faire ce point-là, mais comme l'a précisé Laurent, ce qui est extrêmement important, c'est cette structure miroir. Et bien souvent, la plupart de nos clients qui rencontrent des difficultés, sur des projets, c'est parce que le besoin n'a pas forcément été bien énoncé au départ. En tout cas, quel était l'objectif final et où le client, quelquefois, se trompe lui-même par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. Il faut aussi reposer un petit peu les difficultés que les intégrateurs peuvent rencontrer. C'est-à-dire que lui-même, dans un monde d'occupation, on n'a pas forcément les équipes nécessaires ou les bonnes personnes en bonne place. Mais c'est tout aussi valable chez nos clients. Et Laurent l'a bien dit, c'est que la plupart, quelquefois, nos clients ne mesurent pas le niveau d'impact que ça provoque dans leur propre structure organisationnelle. Ouais. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on va vers des technologies qui sont de plus en plus faciles à prendre en main. L'exemple du smartphone, il fait sourire, mais c'est la même chose au quotidien. Quand on regarde ce qu'était l'automatisation il y a 25 ans, bon, je me prétends pas expert parce que j'y étais pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait un côté un peu définitif, quoi. C'était exactement. Alors que maintenant, on peut faire évoluer la solution. On prévoyait notre système à horizon de 10 ans, 15 ans, voire parfois plus. Aujourd'hui, on est sur des solutions qui sont très modulaires, beaucoup plus modulaires qu'avant. On a une forme de droit à l'erreur aussi dans la conception du système et dans la conception du projet, parce qu'on sait que la solution, elle n'est pas ferme, elle n'est pas fixe, elle pourra évoluer, quoi. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis, Jean, parce qu'aujourd'hui, on est effectivement sur des schémas qui sont très évolutifs en termes de distribution. Et par rapport à la thématique du jour, en fait, de se préparer au changement, il y a aussi toute la partie identification des prérequis. Est-ce que mon système d'orchestration, il va être assez ouvert pour aller intégrer des objets connectés, comme disait Jean-Christophe, va être assez ouvert pour aller facilement intégrer telle ou telle mécanisation ou automatisation. Effectivement, aujourd'hui, dans l'entrepôt, il n'y en a pas qu'une qui gère l'ensemble. On va en retrouver plusieurs sur tel process. Je commence par celui-ci et ensuite j'implémente une autre mécanisation sur un press. Et l'objectif, c'est vraiment d'identifier en amont est-ce que mon environnement finalement, système d'information est assez à jour pour aller mener de tels projets en fait, de transformation qui vont aussi changer le quotidien des utilisateurs finaux. Alors,
enfin, il faut se méfier. Enfin, il faut pas oublier réellement quel est l'objectif ou le but. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est le phénomène du zapping. Hein. C'est-à-dire que le fait d'avoir un système extrêmement ouvert qui permet beaucoup de choses, si on ne définit pas l'objectif qui est à atteindre, on risque disons, d'être grossier dans l'approche qu'on en fait et par conséquence de ne pas atteindre le but. C'est toujours la même explication entre spécialisation et polyvalence. Être polyvalent, c'est aussi se dire que je serai moins performant sur quelque chose en fonction bien définie. Donc il est très important de se dire je dois être très fort sur cette partie-là et polyvalent sur le reste. Parce que si on reste que dans la polyvalence, par essence, on sera moins productif. Mais tu as raison. Donc il faut définir les targets. En réalité. Mais, moi, un des sujets que je trouve passionnant un peu dans le playbook stratégique en ce moment, c'est de voir finalement comment chaque organisation qui souhaite développer des avantages compétitifs va choisir finalement tel sujet. Je vais prendre quelque chose un peu sur étagère ou une solution externe parce qu'en fait, ça n'a aucun sens pour moi d'avoir un truc propriétaire. Mais par contre, sur tel sujet, en fait, là, j'ai une carte à jouer. Il n'a jamais été aussi facile de créer du code grâce à l'IA, etc. Donc là, en fait, je vais créer un truc propriétaire, une infra propriétaire qui va peut-être devenir une ligne business demain. Et là, en fait, moi, je vois avec les entreprises des ETI, par exemple, il y a des trucs assez passionnants qui se créent en faisant converger de différents blocs technologiques, l'IA, la blockchain, les tech immersives, et qui se disent, tiens, moi, ça va me servir ça, et ça me sert à moi. Et en fait, c'est ça aussi, donc, dans le playbook stratégique, il y a ce côté, comment j'arrive à faire converger les technologies, et deux, comment j'arrive à gérer ma dépendance technologique par rapport à des prestataires pour vraiment être ultra compétitif. Et c'est ça aussi qui n'est pas simple, hein, mais il y a des choix à faire. Et moi, alors, bien sûr, avec le biais entrepreneur que j'ai, je les encourage parce que je trouve assez passionnant de voir des boîtes traditionnelles devenir éditeurs de solutions. Il y en a et ça se passe en fait. Et donc, ça complètement. Il y a un petit dicton qui dit que la nécessité est la mère de toutes les innovations et c'est vrai que ça se voit pas mal. C'est ce qui se trouve au fondement du système AutoStore. Typiquement, AutoStore, c'est pas une société d'intralogistique, à la base c'est un distributeur de composants électroniques. Qui avait des besoins logistiques forts, des contraintes de densité de stockage, d'accès à la marchandise, etc. Et qui est arrivé sur ces solutions-là, qui maintenant est une solution dominante sur le marché. Il est très fort, Jean. Il a quand même réussi à placer AutoStore. On n'est pas préparé. Hein. Il y en a d'autres qui ont réussi à placer certaines choses. Mais ce que disait Jean-Christophe à propos des ETI, est-ce que c'est plus difficile finalement de conduire un projet de transformation dans une ETI, dans une PME, que dans un grand groupe? Est-ce qu'il y a plus de réticence, je dirais, dans une petite entreprise, justement, qui est une entreprise familiale, avec des habitudes... Ça dépend de la culture de base. Ça dépend de la culture de base. Du coup, là, on est plutôt sur la culture du dirigeant. Sur l'ETI, c'est quelqu'un qui est plutôt orienté vers l'innovation, qui a l'habitude de faire bouger ses équipes. On n'aura aucun mal à les emmener. Et ça peut même être plus simple parce que les équipes seront plus petites, elles seront peut-être moins ancrées dans ce qu'elles avaient l'habitude de faire. Le groupe, c'est du rendre compte systématique. Donc en fait, tout à l'heure on parlait des impacts du changement, il y a le changement, les équipes qui sont concernées et toutes les équipes qui reportent. Donc finalement, ça peut vite concerner beaucoup de process et donc beaucoup de personnes dans l'entreprise. Non, pas de souci. C'est comme le thé. Tu l'as très bien dit. C'est une question de diffusion. Donc plus le groupe est important, plus la diffusion peut être. Et il y a aussi une perte de sens. Et puis il y a la force hiérarchique par rapport à ça. Dans une ETI avec un patron extrêmement fort qui est très tourné vers l'avenir. Ça va aller, des jeux. Alors, et à l'inverse de ça, on parle de gens comme Elon Musk, par exemple. Vous voyez, c'est comme une grosse entreprise qui bouge extrêmement vite, parce que le patron est comme ça, parce qu'il a mis une organisation agile, qui est tournée et qui n'est orientée que vers l'innovation. Mais moi, ça fait une trentaine d'années que j'analyse la création de valeur d'entreprise, etc. Et en fait, pour moi, regarde la gouvernance d'une entreprise et tu vas comprendre ce modèle de valeur. Et en fait, grande ou petite, plus tu as des actionnaires familiaux, entrepreneurs, visionnaires, en fait, ils vont créer de la valeur, ils vont s'y mettre. Alors, ça ne va pas souvent être les first movers, ils vont déjà regarder, attendre, mais une fois qu'ils décident d'y aller, parce que quelque part, c'est leur argent, ils vont y aller et faire en sorte que ça marche.
Et l'opposition de ça, sans vouloir être polémique, c'est des grands groupes dont le capital n'est pas contrôlé, où le dirigeant n'est pas forcément un gros actionnaire. Donc c'est un peu un intermittent du spectacle qui va essayer de faire son mandat pour aller dans une autre organisation après. Et là, la logique de la transformation, le pourquoi est moins clair. C'est parfois de la marque employeur, mais finalement derrière, il y a moins de suivi, d'intensité et d'effort. Donc quelque part, moi je pense que les entreprises entrepreneuriales, grandes ou petites, ont beaucoup de valeur à créer. Dans notre métier, c'est dans la grande distribution, il y a des exemples classiques, je ne citerai pas les marques, qui sont très tournés à ce genre de choses, donc beaucoup moins. Ouais. Voilà. Il y en a C'est qui une font- illustration parfaite de ce que dit Jean-Christophe. Il y en a des fois qui optent plutôt pour un mixte entre les deux. Exactement, mais justement, Espérons que ce soit un mixte et pas un entre-deux. le moins pire. Un entre-deux. C'est là où je me tourne vers la régie pour savoir si nous avons des questions. Bonjour Hervé. Avons-nous des questions? On a plein de questions, me dit-il. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Dans le cadre d'un appel d'offres, comment évaluer un intégrateur sur la partie accompagnement au changement? Christophe? Alors, ce qu'on voit, nous, c'est que maintenant, l'IA joue un rôle dans les réponses d'appel d'offres chez les clients. Ouais. Mais au-delà de la blague, non, je pense qu'il faut évaluer le dispositif qui est proposé, sa cohérence et finalement aussi l'expérience qu'ont les par la suite. Et parfois aussi les alliances qui se nouent, parce que c'est aussi ça. Donc, J'allais répondre un peu différemment, mais sur un côté culture, relation et confiance. Il y a souvent aussi dans cette démarche d'appel d'offres et donc d'échanges réciproques sur la construction de la solution, une certaine relation qui se crée entre les équipes. Et ça peut donner quand même une bonne tendance de comment va se passer le projet et de comment vont se passer les étapes suivantes. Je suis d'accord. On vit des situations où on a des débuts de conception qui se font même parfois lors de l'appel d'offres. Et c'est grâce. Il y a le côté humain qui est vraiment important, parce qu'on a parlé de d'IA, de machines, etc. Mais le côté humain est essentiel. C'est plutôt l'innovation au service de l'humain et pas l'inverse. Donc ce côté-là, il est effectivement essentiel. D'expérience, c'est vous choisissez votre shortlist pour ceux qui savent faire, et celui que vous sélectionnez, c'est personnel. Voilà. C'est personnel parce que c'est une confiance naturelle des équipes et une cohésion. Et cette structure miroir, c'est un mix des équipes et il faut le sentir. Voilà. Merci. Hervé? L'accompagnement au changement prend du temps et nécessite des investissements importants en ressources en amont du projet. Avez-vous des données concrètes sur les ressources nécessaires à ce changement vis-à-vis de la taille du projet? Et pouvez-vous nous donner des exemples de transformation? Alors, moi, on parlait justement des implications, parce que c'était des questions. Quelles sont les intégrations des cabinets de consulting par rapport à ça, par exemple, dans les notions de grand appel d'offres? De plus en plus, et alors autrefois c'était moins le cas, en tout cas moins intégrateur qui répond à des appels d'offres, de plus en plus on nous demande quel est l'impact horaire et jour homme dans l'organisation du client pour mettre en place le projet. Ouais. C'est une estimation qui nous est donnée. Et ça rentre d'ailleurs dans la valorisation du coût du projet. C'est-à-dire qu'au-delà de l'équipement qui doit être mis en place, ce genre de choses, il y a aussi une recherche des impacts dans l'organisation du client qui est choisi. Et bien souvent, on nous demande, nous-mêmes intégrateurs, d'évaluer l'impact nécessaire que ça va générer chez la part de nos clients. Donc c'est un élément majeur, parce que certains projets peuvent capoter, parce qu'on n'a pas les ressources, parce qu'on n'a pas les moyens techniques de pouvoir le gérer. Et d'ailleurs, c'est un des points d'échec quelquefois de certains. C'est-à-dire que quelquefois, on n'a pas voulu investir sur la bonne personne ou les bonnes personnes, entre guillemets, pour accompagner le projet. Et que quelquefois, ça crée des incohérences au moment du projet. Je pense qu'il y a aussi, un point à pas rater dans ce genre de mise en œuvre, c'est la transition entre la phase projet et la phase opérationnelle. Avec souvent chez les clients qui font vraiment bien les choses, des équipes projets souvent dédiées qui discutent qui travaillent de pair avec l'intégrateur ou avec le conseil. À un certain moment,
il y a un passage de relais qui doit se faire vers les personnes qui vont utiliser l'outil et vers les équipes opérationnelles. Et ce passage de relais, en fait, il faut le faire, il faut essayer de l'anticiper, impliquer les personnes qui vont être utilisateurs très tôt dans le projet pour que ce ne soit pas un passage de relais sec avec quelque chose qui a été conçu en chambre sans l'implication des utilisateurs derrière, auquel cas ils pourraient être surpris. Et c'est vraiment un point de vigilance, je pense, sur les gros projets d'intégration. C'est une correction qu'on peut apporter à la question aussi, parce que je pense que dans la question, il y avait en amont. Non, c'est pas en amont, en fait. Évidemment, ça se prépare, mais ensuite, il faut dérouler le projet. Et, comme tu le dis, Jean, une fois que c'est démarré, le projet n'est pas terminé. Il faut continuer à accompagner pour que les gens puissent s'imprégner, pour que les gens puissent complètement prendre en main les nouveaux outils. Et voire même, potentiellement, en ayant en tête dès la phase de conception et dès la phase de réalisation, qu'on se garde sur le côté et du temps, donc de l'argent, mais aussi potentiellement certaines réponses à certaines fonctionnalités qu'il vaut mieux voir a posteriori que d'essayer d'anticiper. Je prends juste l'exemple par exemple de certains outils de pilotage. Il y a une tendance à développer les KPI, les tableaux de bord, etc., etc. Je pense qu'on peut en construire des centaines en phase d'avant-projet. Clairement, moi je suis plutôt partisan de faire le strict minimum pour pouvoir piloter, démarrer l'installation et ensuite les opérationnels, en ayant digéré, j'aime bien ce mot-là, mais en ayant digéré un peu l'aspect opérationnel, viennent alimenter de nouveaux outils, de nouveaux KPI qui sont souvent d'ailleurs différents de ceux qu'on aurait pu imaginer en avance de phase. Je suis d'accord avec Laurent, c'est que comment, lorsqu'on choisit finalement le fournisseur, l'éditeur, certes pour un projet, mais est-ce que celui-ci va être capable de m'accompagner dans l'amélioration en fait continue pour les 5-10 prochaines années dans mon process, dans ma distribution, pour aller effectivement toujours plus optimiser, s'adapter en fait aux différents modes de consommation aussi. Et du coup, certes, il y a en amont, quelles vont être les ressources à mobiliser pendant le projet, mais il y a surtout comment aller identifier après le projet. Peut-être, on parlait des ambassadeurs, des key users, ceux qui vont rester sur des fonctions pour aller toujours tirer en fait parti, le meilleur du moins, de la solution qui a été mise en œuvre. La pérennité est un élément clé. La pérennité, bien sûr. C'est-à-dire que la plupart des collaborateurs qui sont très tournés vers la technologie, justement, n'ont pas forcément une... je m'exprime comme ça, vont pas forcément rester très longtemps au sein de l'entreprise. Et donc, justement, cet impact culturel qui doit être extrêmement important, c'est-à-dire que quelquefois, on a des systèmes, on peut en témoigner, on déploie des systèmes où l'équipe qui a été formée, qui était prête à prendre en charge le système, au bout d'un an, vont vaquer à d'autres occupations parce qu'ils sont appelés au sein de l'entreprise ou éventuellement vont changer d'entreprise. Et il y a cette perte d'information. Quelquefois, on se retrouve avec des systèmes qui sont plus exactement à ce qu'on attendait au moment de leur mise en service. Pourquoi ils ont fait ça? Voilà, exactement. Sous-utilisé ou mal utilisé, tout simplement. Oui, exactement. Et cette espèce d'accompagnement, quand je dis d'accompagnement, c'est d'avoir une accessibilité à la formation, aux documentations, etc., qui nous permettent justement de maintenir le système à un certain niveau. D'ailleurs, j'en joins à la plupart des clients qui oublient bien souvent quelque part de demander à des retours de l'entreprise plusieurs années plus tard pour savoir si oui ou non l'utilisation de l'équipement devrait être ce qu'il devrait être. Voilà. Donc oui, essayer de sauvegarder en quelque sorte un petit peu par exemple les réunions qui ont été faites, les réunions de préparation à travers des documents de l'écrit pour justement transmettre ensuite. Oui, c'est la métaphore du permis de conduire. Oui. Vous êtes un permis de conduire, vous arrivez, vous faites des leçons, vous avez votre auto-école, et puis à un moment donné, vous conduisez votre véhicule. Pendant 1 an ou 2, vous êtes en panique par rapport parce que vous êtes dans un monde, il peut vous arriver à un accident à n'importe quel moment. Donc il y a un moment d'attention, mais il ne faut pas oublier que 2 ou 3 ans plus tard, quand vous me voyez conduire, je pense que c'est pas tout à fait ce que m'avait donné les leçons de mon moniteur d'auto-école. Oui. Donc il serait peut-être intéressant que je me repasse de temps en temps. Voilà. Et puis pour rester sur la métaphore de Yann, le monde autour aussi évolue. Et donc les gens qui conduisent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans ont aussi un environnement qui a évolué. Et donc de faire revenir l'intégrateur au bout d'1 an, au bout de 2 ans, etc., ça permet
potentiellement de remettre le système, en tout cas tel qu'on avait prévu de le faire fonctionner, mais ça peut aussi adapter le système à l'évolution du contexte, du business, du cahier des charges, etc. Et le monde va tellement vite qu'on en arrive même aujourd'hui à faire évoluer des systèmes alors qu'ils ne sont pas encore démarrés. Donc c'est même au niveau il faut du être prêt à ça. Même au niveau du système d'information, sans toucher éventuellement au support physique. Hervé ? Est-ce que vous intégrez toutes les machines ou robots dans votre logiciel de gestion logistique ou est-ce que vous gérez une interface à chaque fois par type de machine ? Qui souhaite répondre ? Je pense que ça va être plutôt pour un intégrateur. Donc, si je vais répondre pour Domatic. Je vais répondre pour. Aujourd'hui, le but du jeu, évidemment, c'est de pouvoir piloter des solutions de plus en plus complexes. Donc, on a un software qui permet de piloter plusieurs sous-systèmes, plusieurs technologies avec un seul et même interface. Et donc, une seule couche qui va échanger avec le système hôte du client. Évidemment, qu'ensuite, en fonction des technologies qui sont utilisées, on peut avoir des systèmes de pilotage qui sont dédiés, qui sont propres, pour aller tirer le meilleur de chaque sous-solution. Pour répondre à la question, en tout cas pour tenter d'y répondre, oui, il y a un seul outil de pilotage qui va piloter l'ensemble, parce qu'il faut être capable de coordonner l'ensemble des technologies. Et en dessous, ça c'est notre tambouille interne, on va dire, on peut avoir plusieurs sous-systèmes qui discutent. Alors, par essence, le terme intégrateur, ça consiste à intégrer justement ce type d'équipement. Donc, c'est d'avoir évidemment des solutions logicielles qui tiennent compte de ces sous-systèmes. Et généralement, sur des fonctionnalités qui sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, sans dévoiler quoi que ce soit, quand on bouge une palette, on bouge une palette. Voilà, bon. Après, on sait par essence qu'il y a plusieurs moyens de le faire. Donc, généralement, ces situations sont déjà intégrées ou envisagées en termes de gestion ou de règles de gestion interne des logiciels en question. Voilà. L'idée en fait, c'est de réussir à venir créer un projet clé en main pour le client avec un seul point d'interface. C'est pour ça que c'est un système et non pas une machine. Et c'est pour ça que le système d'exécution, notamment WMS, a sa position et son rôle en fait crucial d'aller coordonner l'ensemble des différentes mécanisations ou robots présents dans l'entrepôt, de faire de la délégation de processus et d'identifier le rôle de chacun. Concrètement, d'aller à ce moment-là, d'aller déléguer ce processus, mais de conserver bien évidemment une vue finalement globale de l'ensemble des flux de la réception à l'expédition des marchandises. Et pour ça, il faut bien évidemment, pour communiquer avec l'ensemble des acteurs, intégrer les dernières technologies, intégrer les derniers protocoles de communication pour aller en fait naturellement échanger avec les systèmes mécanisés. C'est une dimension qui est parfois négligée, je crois. Cette notion de pilotage. C'est ça. Et il faut aujourd'hui savoir proposer et proposer le système et l'identifier en fait par rapport à la thématique, comment on se prépare au changement. Ouais. On identifie est-ce que mon WMS va pouvoir supporter la mise en œuvre de cette mécanisation pour pas être dans une organisation figée et de ne pas figer en fait mon organisation. C'est intéressant, c'est que depuis plusieurs années, on a vraiment un renouvellement du parc qui est lié notamment à ça. Les acteurs autour de la table le confirmeront, il y a de plus en plus de projets de mécanisation. Pour autant, est-ce que mon système d'entrepôt de gestion va supporter en fait ça et va rendre flexible ma... On voit bien le robot, mais on ne voit pas forcément l'intelligence qu'il y a derrière. C'est ça. Et le système de pilotage qui va pouvoir coordonner l'ensemble. Et puis le monde est en train de changer, c'est-à-dire de l'éditeur vers les gens qui fournissent de l'équipement et de les gens qui font de l'équipement qui vont vers le logiciel aussi. Donc vous voyez, ça crée entre guillemets un univers un petit peu spécifique. Et est-ce que l'humain cohabite bien avec le robot ? Est-ce qu'ils s'entendent bien entre eux ? Alors il ne faut pas oublier pour quelle raison on déploie des robots. Généralement on déploie des robots pour alléger des tâches qui sont des tâches qui sont répétitives et qui sont non à valeur ajoutée par rapport à l'humain.
Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça veut dire que quelque part, c'est sous-entendu dans votre question, hein, Jean-Philippe. Parce que le robot lui-même, il bouge pas. Vous voyez, c'est un robot. Donc ça veut dire qu'il a une zone qui est définie. Par contre, ce que vous évoquez, donc c'est sans doute des AMR, ce genre de choses, ou des mobiles. Parce que des fois, les flux se croisent. Voilà. Non, mais ça, c'est la même chose, même cas de figure. C'est dans la définition de besoin. C'est-à-dire que au même titre, c'est exactement la même problématique que quelqu'un qui se promène à pied dans un entrepôt avec des chariots rétractables qui se promènent à grande vitesse. Donc il y a des zonages qui sont définis, il y a des aspects collaboratifs qui doivent être définis, et il y a des fonctionnalités qui doivent être définies. Tout ça, ça s'appréhende. Si vous préférez. Ça va même jusqu'à l'éducation et à la consigne. On arrive aujourd'hui encore plus facilement, je pense, à expliquer aux opérateurs qu'il y a des couloirs à respecter. Pas pour des raisons de sécurité. De toute façon, la sécurité, c'est la priorité numéro 1. Il n'y a aucun système qui fonctionnera pour mettre en danger un humain. Donc, soit le robot sera encagé, et donc, de toute façon, l'humain ne pourra pas y aller, soit ce seront des AMR ou des AGV qui fonctionnent dans des environnements et qui sont normés pour pouvoir assurer la sécurité. La question, elle est plutôt, le mot n'est pas très joli, mais au final, l'objectif, c'est quand même la performance. Donc, c'est le parasitage de la performance. C'est-à-dire que si un piéton traverse, l'AMR, l'AGV va s'arrêter. Donc, le piéton est prioritaire, quoi qu'il arrive, pour sa sécurité. Mais pour le bon fonctionnement de l'entrepôt, il vaudrait mieux laisser passer l'AMR et l'AGV pour des raisons de performance. Et ça, c'est une question d'éducation, finalement. Quel message on passe aux équipes, comment on leur explique les choses, quel sens on leur donne. Et là où c'est fait correctement, avec du fléchage, avec de la formation, etc., on voit naturellement les opérateurs qui vont laisser passer la machine et ensuite traverser, ou ce genre de choses. Et donc, c'est une question de conduite du changement et d'amener les gens à percevoir l'intérêt du robot ici, et donc de laisser faire et de laisser la priorité. Jean-Philippe, cet aspect collaboratif, il existe depuis des dizaines d'années dans le monde industriel. Oui. Mais la logistique le découvre un petit peu aujourd'hui. Ce qui a été fait dans le monde industriel est tout à fait réplicable dans le monde de l'entreprise. Jean-Christophe. Et je suis d'accord, et finalement, pour boucler avec notre thème, c'est une question de culture, parce que quelle est l'enveloppe du robot? Donc le robot, il est incarné parfois dans les entrepôts. Je suis venu ce matin avec la ligne 1, il n'y a pas de conducteur, donc quelque part, c'est un robot qui m'a conduit. Et ce qui va se passer avec l'IA, c'est que les robots, vous allez beaucoup entendre parler, ça commence, des agents autonomes. Donc il y a plein de petits robots sans enveloppe physique qui vont vous faire plein de tâches. On voudrait votre armée de robots qui vont vous faire vos reporting, etc. Donc en fait, ça va rentrer dans la culture. Et donc c'est une nouvelle relation à appréhender. Et ce qu'on évoquait au début, le changement culturel pour nous tous, c'est que finalement avant, on exécutait, nous, des tâches en nous appuyant sur la techno, la data. Maintenant, c'est le robot, la machine, entre guillemets, qui va exécuter des tâches, et nous, on va être en mode supervision. Et c'est ça qu'il faut accepter. En fait, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, effectivement, c'est que le robot, il est au service de la personne. Ouais. Il est également piloté par la personne. Et là, pour le coup, on a aussi un petit changement de culture ou de paradigme à mener dans les entreprises, notamment en logistique. C'est finalement passer sur d'une organisation purement manuelle où en fait on gère de la masse salariale qui est très flexible puisque les gens sont par nature assez polyvalents. Et passer vers une organisation qui est un petit peu plus industrielle, où on va se retrouver avec des machines, avec des robots dans l'entrepôt, etc. Et là, on va devoir commencer, même au niveau du management de l'activité, à piloter des capacités de production. Ce n'est pas des capacités de production de composants ou de produits finis, mais c'est des capacités de production de commandes. Et ça, c'est un changement de culture qui est assez important pour le milieu de la logistique et qu'on découvre en ce moment. Quoi. Bien sûr. Je crois qu'on a encore des questions, Hervé. Alors, une dernière question. En tant qu'intégrateur, n'avez-vous pas peur de perdre du marché tant l'IA pourrait répondre dans le futur à plus de facilitation d'intégration des systèmes automatisés? Déjà, on a un petit peu évoqué les histoires de l'IA avec ChatGPT et puis les appels d'offres qui peuvent être maintenant... Alors, la question, parce qu'il n'y a pas qu'intégrateur. Laurent fait comme moi partie d'une entreprise qui fabriquons aussi du produit. Vous voyez. Donc, quelque part, si vous préférez, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que vous avez un logiciel qui est capable de gérer et d'intégrer des tas de machines. Mais intrinsèquement, nos systèmes informatiques chez les intégrateurs
fabricants, entre guillemets, sont hautement spécialisés dans la gestion de leurs propres équipements. Donc il y a quand même un savoir-faire, et notamment, il ne faut jamais oublier, c'est ce qu'on appelle, c'est le coût d'utilisation. C'est important, le coût d'utilisation. Le coût d'utilisation, c'est que quand vous êtes intégrateur / fabricant, votre propre équipement, vous savez parfaitement comment il va réagir dans telle ou telle contrainte. Ça veut dire que, et ses qualités et ses défauts, parce qu'il y a toujours, faut pas minimiser chaque chose, est parfaitement connu par rapport à ceux qui fabriquent. Donc, nous, on voit l'intelligence artificielle comme étant un énorme avantage et une vraie valeur ajoutée pour ajouter à nos clients, parce que ça nous permet de faire du prédictif sur la maintenance, première chose. 2, ça nous permet de pouvoir éditer à n'importe quel moment des documentations techniques que peut exiger le client en termes de fonctionnement. 3, ça nous permet d'élaborer de plus en plus des scénarios de fonctionnement de nos propres machines et d'offrir des solutions qui deviennent de plus en plus polyvalentes à nos clients. C'est une énorme opportunité pour les intégrateurs fabricants. C'est le mot que j'allais utiliser, c'est une opportunité. C'est-à-dire qu'en effet, il y a certainement des choses qui vont être remplacées par l'IA qu'on faisait avant nous et qui vont peut-être être faites par d'autres ou par l'IA directement et plus facilement, mais ça va aussi nous permettre, nous, parce que finalement on va pas rester observateur, on va essayer d'en profiter aussi, donc d'intégrer cette IA dans notre algorithmie, dans notre façon de concevoir les produits, comme le disait Yann à l'instant, dans la façon de les maintenir, etc. Et finalement ça va aussi rendre la solution automatisée plus performante et donc plus intéressante en termes de retour sur investissement, et donc nous ouvrir plus de marchés et donc au final gagner plus d'argent. C'était bien ça la question. Merci. Si vous aviez des conseils à donner à des entreprises qui sont face aujourd'hui à un grand projet de transformation, quelles seraient vos recommandations, vos conseils ? Moi, je dirais, se préparer à un sujet de transformation à l'échelle, et donc la culture, travailler vraiment ça à l'échelle, et 2, je dirais se mettre dans cette posture qu'on évoquait tout à l'heure, posture de l'innovateur, du déséquilibre avant, accepter une prise de risque en apprenant qu'on va faire, etc. Et c'est ça qui va permettre à la société d'être agile et de s'adapter, parce qu'à la fin, on est quand même dans un environnement ultra complexe. Prédire le futur est quand même très difficile. Et ce qui va permettre aux entreprises d'être durables et de rester compétitives, cette capacité d'adaptation, et ça passe par les femmes et les hommes de l'entreprise. Dans le thème du jour, il y a se préparer. On passe beaucoup de temps à construire le business case, à essayer d'aller vendre les projets à la direction. C'est compliqué, etc. Et puis à un moment donné, on a le go et il faut y aller vite. Il faut y aller vite, mais il faut prendre le temps de se préparer, parce que nous, on vend des solutions qui sont en place pendant 10, 15 ans, 20 ans. Si on n'est pas capable de se donner 2-3 semaines en début de projet pour préparer 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est quand même très dommage. Donc, c'est bien se préparer. 2, c'est mettre les bonnes personnes. On en a beaucoup parlé pendant ces échanges, mais mettre les bonnes personnes et surtout les personnes disponibles. C'est-à-dire qu'on travaille dans des domaines qui sont très opérationnels, où finalement tous les clients n'ont pas forcément des structures projets, et on nomme un directeur d'exploitation ou un chef d'équipe ou je ne sais quoi qui va être chef de projet. Ok, très bien, mais il faut aussi qu'il ait le temps de le faire, il faut qu'il soit correctement formé, etc. etc. Et la liste pourrait être très très longue, mais un 3e point, ça serait ne pas sous-estimer justement cette perte d'expertise et c'est un peu ce côté où les gens vont perdre pied en se disant ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que je travaille de cette façon-là, je savais faire, et maintenant je vais repartir de zéro, que ce soit au niveau opérationnel, opérateur, mais que ce soit aussi au niveau encadrement opérationnel. Vous avez évoqué aussi la confiance, la confiance entre les différentes parties prenantes, très, très important pour... Et puis surtout, moi, dans une vie précédente, on m'a posé cette question. Je suis allé devant un comité de direction, je devais choisir un acteur. Et la seule question que m'a posée le directeur général, c'est est-ce que tu as envie de travailler avec ces gens-là ? La pédagogie aussi. Ah oui, complètement. De toute façon, c'est le piège de la relation client-fournisseur. C'est-à-dire que tout le monde souffre. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous mettez un projet qui est vraiment extrêmement structurant, celui qui fournit l'équipement et celui qui va utiliser l'équipement sont dans un même bateau. Nous, on est attaché à notre réputation, on est là pour faire en sorte que ce soit le plus lucratif possible dans la vente de notre équipement. Ça veut dire que quelque part, on n'a aucun désir d'accompagner le client pendant des années, simplement pour trouver l'équilibre nécessaire. Donc nous sommes directement intéressés pour que ça marche, et le client est directement intéressé pour que ça marche. Donc, un objectif commun. Exactement, et donc c'est un partenariat.
c'est presque un mariage, vous voyez, parce que certaines relations maritales durent moins longtemps que les contrats que vous allez avoir. Voilà. Alban nous a dit aussi l'innovation au niveau de l'humain, vraiment bien mettre en phase justement tout ce qui peut être technologique avec des attentes aussi de l'homme, enfin de la dimension humaine. Oui, pour prendre le sujet du bateau, il faut que le cap il soit aligné et pour l'ensemble en fait des acteurs, que ce soit effectivement le client, le fournisseur, l'intégrateur, l'éditeur qui est sélectionné et dans le choix que tout le monde soit aligné sur le fait que on va, comme le disait Laurent tout à l'heure, potentiellement adapter, réadapter le besoin pendant le projet et surtout après et choisir les bons systèmes en conséquence. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage passionnant autour de tous les aspects qui concernent l'automatisation et surtout la préparation au changement. Merci à vous. Merci aussi également à vous d'avoir suivi ce débat. Vous êtes de plus en plus nombreux. On était près de 200 ce matin. Entreprises connectées, donc ce qui prouve que vous êtes toujours de plus en plus nombreux. On avait des entreprises vraiment de toute taille, y compris aujourd'hui un producteur de rhododendrons. Donc merci à tous.